bonus 388 qui fait suite à l'épisode 388 avec les mêmes protagonistes, c'est-à-dire David en direct de Bangkok, de l'autre Aurélien en direct de quelque part en France. Tout ça pour dire qu'il y a un gros entre Marseille et Lille. Et comme quoi, il y a un gros décalage horaire entre ces deux petits camarades. Il nous reste 15 minutes, même plus maintenant, un peu moins, pour ce bonus, parce qu'il reste toujours quelques news en réserve. Vous le savez, il y a toujours des choses à dire en plus. On commence avec David. David, tu vas nous parler de Windows. Chouette. Oui, je vais parler de Windows. Je suis tombé sur cette news cette semaine. Donc, il y a une version très réduite de Windows 11 qui s'appelle Tiny 11, Tiny 11. Tiny en anglais, ça veut dire tout petit. Une version très allégée de Windows, donc qui supprime tous les services qui sont pas nécessaires, tout ce qu'ils appellent les bloatware, tous ces programmes qui sont pas nécessaires pour avoir assez d'exploitation, qui tournent très bien sur 2 gigas de RAM. Donc c'est un développeur dont le pseudo est NTDev qui a fait ça, et il a été poussé plus loin et il a posté sur Twitter un screenshot comme quoi il a réussi à le faire tourner avec 384 mégas de RAM. Alors 304 mégas de RAM, il y a 40 ans, c'était inimaginable en quantité. Aujourd'hui, c'est inimaginément peu en quantité. Même un smartphone a beaucoup plus que ça. Oui, c'est ça. Il a continué à essayer d'optimiser. Un utilisateur de Tiny11 a posté un screenshot où il a réussi à faire tourner Windows 11 avec 200 mégas de RAM. Maintenant, il avoue lui-même que c'est un exploit qui n'est pas très pratique parce que avant de pouvoir booter et d'arriver au desktop, il y a plusieurs blue screen of death, donc les écrans bleus de plantage, reboot. Il a même réussi à le faire fonctionner avec 196 mégas, et les 4 mégas gagnés supplémentaires lui ont valu à devoir attendre 30 minutes de blue screen en boucle avant de pouvoir booter. Voilà. Je trouvais ça assez marrant comme news. Mais c'est pour dire que c'est un truc de geek, sur le coup. C'est pas pour mais pour 2 gigas, on a une version de Windows 11 qui fonctionne bien et allégée. Oui, c'est la preuve que c'est possible. Ce qui veut dire que quand on veut optimiser, on peut optimiser. Voilà. Et alors, c'est rigolo parce que c'est pas le seul à faire ce genre de choses. On l'a vu sur toutes les versions de Windows. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, se fait sa petite version bien propre, bien stable de Windows en nettoyant tous les trucs considérés comme inutile, ça dépend de l'usage que tu fais de ta machine évidemment, mais parce que c'est toujours possible je comprends pas que Microsoft n'y ait pas pensé eux-mêmes d'avoir une solution à l'installation. Dans un sens, bon, ici c'est un peu poussé à l'extrême, mais ça a du sens parce que dans le monde de Linux, on fait ça aussi. On a des distributions ultra simplifiées pour les systèmes embarqués, pour des petits microcontrôleurs qui tournent en Linux et qui tournent avec très peu de mémoire et très peu de stockage. Donc voilà. Bon, ici un Windows 11, ça a peut-être moins d'intérêt ici, mais voilà, c'est l'exploit et c'est le sport. C'est ça, c'est pour le sport. Ouais. Aurélien, pour le sport aussi. Peut-être. Avant la fin de l'année 2023, il faudra prouver son âge avant de surfer. Ça dépend sur quel site, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais c'est donc l'État qui a annoncé qu'avant la fin 2023, pour accéder à certains sites, notamment pornographiques, pour les mineurs, il faudra prouver son identité. Alors, tout le monde y va de sa prospective. Tout le monde y va de sa prospective pour savoir comment, parce que bon, le simple bouton j'ai plus de 18 ans ou taper ta date de naissance, bon bah, à mon avis, ça sert à rien. Et par contre, à la fin de 2023, si les sites se sont pas mis en conformité, dégagés. Ah oui. Et la France interdira l'accès, a priori. On rentre dans un monde. Ouais. Alors, tout le monde parle de cette attestation numérique. Comment prouver son âge quand on arrive sur un site. Donc ils vont servir des opérateurs. Donc déjà, alors là, ça lève plein de questions. Est-ce que ton opérateur sait qui t'es, c'est ton âge que tu as, est-ce que voilà. Il parle de tiers de confiance. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui a un tiers de confiance qui atteste que tu as bien plus de 18 ans. Alors faut savoir qu'en Louisiane, le papa ou la maman. Oui, voilà, oui,
En Louisiane, il faut savoir que aujourd'hui, on peut, enfin, pour accéder à certains sites, on peut vous demander votre pièce d'identité ou envoyer un selfie. Alors ça, je savais pas. Vous savez que par exemple sur Instagram, si vous allez sur Instagram, et lorsque vous faites un selfie sur Instagram, il y a une technologie qui s'appelle YOTI, Y-O-T-I, qui, à partir d'un selfie, donne à Instagram une estimation de votre âge et le contenu qui va vous être fourni est ciblé. Est-ce que c'est cette technologie-là qui serait utilisée ? J'en sais rien. Mais voilà, aujourd'hui, l'État n'a pas dit grand-chose sur la technologie utilisée. Ça lève plein de questions, c'est pas l'objet du bonus, mais ça lève plein de questions sur la liberté du net, machin, de neutralité, oui. équité, traçage, tout le... Ça me fait penser aux Chinois et les limitations sur les jeux vidéo où il faut prouver l'âge pour pouvoir jouer en dehors de l'heure autorisée. T'as raison, David, les Chinois ont plein de bonnes idées. Je vous renvoie à l'épisode. C'est ça, surtout à la fin. Mais c'est... Non, surtout au début, pardon. Non, mais ça, effectivement, ça pose plein de questions éthiques. D'un autre côté, l'accès si facilement... Enfin, ces sites qui sont quand même très facilement accessibles, ça pose question aussi... c'est un problème de société, quoi. Hein. Moi, je suis même... Sans encadrement, etc. Enfin, c'est pas être plus catholique que le pape, mais faut reconnaître que c'est quand même très très facile d'accéder à ce type de contenu si on le cherche. Mais même si on le cherche pas, moi je suis atterré que dans des grandes radios françaises nationales, tout le monde prononce les sites, le nom des sites. Oui. Mais les journalistes prononcent le nom des sites. Les humoristes prononcent le nom des sites. Oui. Tout le monde prononce le nom des sites. Oui. Il n'y ait pas de cordon sanitaire, entre guillemets. Tu sais, ces sites qui commencent par porn et qui terminent par hub. Mais entre autres, hein, on va pas les... Et qu'est-ce qu'il y a entre? C'est à voir. Tu pourrais épeler pour que les jeunes qui nous écoutent puissent orthographier parce que... Mais non, mais c'est un vrai problème de société et bon, voilà, il faut à un moment donné trouver un système, mais il faut être cohérent et intelligent parce que sinon ça va être ridicule et ça ne va rien apporter du tout. C'est le risque aussi. Et le risque aussi, c'est toujours quand c'est interdit, du coup les gens ils y vont, quoi. Voilà. C'est souvent comme ça, quoi. David, tout à fait autre chose, hein. On va parler d'NVIDIA et de la version laptop de la RTX 4090 qui est maintenant disponible, paraît-il. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu les premiers laptops et les reviews des premiers laptops basés sur une RTX 4090. Alors, premièrement, ce n'est pas une RTX 4090 qui est dedans, mais c'est la puce d'une 4080 desktop avec les mêmes spécifications, sauf qu'elle tourne moins vite, donc c'est pas du tout une 4090. Et ce qui m'a fort attiré l'attention, c'est le modèle de MSI. Pour ceux qui regardent sur YouTube, ils le voient. C'est un modèle qui est ultra moche et ultra encombrant parce qu'étant donné qu'il faut refroidir cette bête, c'est un laptop pour le décrire qui a un gros truc qui dépasse derrière l'écran, qui déborde pour une grosse protubérance, et ça me rappelle certains laptops qu'on voyait il y a une dizaine d'années qui étaient des laptops qui étaient plutôt transportable que portable. Oui, c'est le mot. Voilà. Donc on revient un petit peu en arrière. Peut-être que bientôt on aura des laptops qui seront fournis avec des roulettes très chères. On appellera des valises pour les transporter. Des valisettes. C'est quelle taille d'écran ça? C'est pas marqué. Je vois pas. Je pense que c'est 17. C'est en fait, ils auraient pu faire un 19, mais ils ont fait un 17. En fait, à mon avis, c'est le frère de l'ingénieur de chez Mustang, celui-là. 19 à laptop, il faut être costaud. Et le prix commence quand même à $4,300. Hein, donc voilà. Voilà. Maintenant, ce n'est pas bon marché. Sans les roulettes. Sans les roulettes, ça a une performance un petit peu meilleure qu'une 3090 apparemment desktop, donc c'est quand même pas mal comme performance, mais à quel prix et à quel poids? Et pour la batterie, il faut que ça soit connecté au secteur, parce que un laptop avec un GPU comme ça dedans, il tient quelque chose comme 45 minutes
à tout casser sur la batterie, voire peut-être même une demi-heure. Oui, c'est ça dépend ce qu'il fait, quoi. Si tu commences à... Enfin, voilà. Mais bon, de l'avoir sous ce format-là, ce form factor, comme on dit, ça peut avoir du sens dans certains métiers, tout simplement. Donc, voilà. Bon, chacun jugera. Le temps passe vite, hein, les amis. Aurélien, on va parler de Cricri. Cricri ? Ah, Cricri. C'est toi qui as ramené cette news. Ah, possible. Je crois. Cricri. Et ben, en fait, je vais vous parler... oui, le Cricri. Oui, le Cricri. C'est le petit avion... Le plus petit avion bimoteur du monde. Alors, c'est pas de la nouvelle fraîche, sauf qu'il y a un article là qui vient de paraître à ce sujet. C'est dans les années 70, un certain Michel Colomban, C-O-L-O-M-B-A-N, qui a créé un avion qui fait, tenez-vous bien, 3,90 m de long et 4,90 m d'envergure. Et qui pèse 80 kg. Ça vous va ? Ouais. Il a conçu ça en 73, à l'été 73, il a fait son premier vol. Il y a 2 moteurs de 15 chevaux dessus. Il va quand même à 200 km/h le machin et 450 km d'autonomie. En septembre 2012, il y a eu un record de vitesse en Cricri à 293 km/h. En 2015, Cricri a traversé la Manche. La Manche, oui. Avec un Cricri, la version électrique du Cricri, parce que le Cricri est aussi électrique. En 17 minutes. Ouais. Voilà. C'est un avion qui est certifié pour la voltige. Alors, donc, si vous ne pouvez plus surfer parce que vous ne pouvez pas prouver votre identité, votre âge, je vous incite à prendre les plans, d'aller au magasin de bricolage du coin, vous achetez ce qu'il faut. 2 bouts d'aile, ce qu'il faut. Et vous pouvez le construire. Il y a aujourd'hui 100 exemplaires qui sont construits, qui sont en circulation, en service dans le monde. Et il est certifié, ce machin. Il est homologué en plus. Il est homologué pour la voltige, mon cher ami. Tu peux aller faire des loopings avec. Franchement, il m'a fait penser, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à un autre avion qui n'est plus fabriqué, enfin, apparemment plus personne ne fabrique, parce que, enfin, il n'y a jamais eu de chaîne de fabrication. C'était pareil, c'était aussi à fabriquer dans son garage. C'était le Pou volant. Et je pense que c'était dans le nord de la France en plus que le créateur avait imaginé cet avion, mais il y a déjà très très longtemps, hein, et qui avait une particularité, ce qui avait assez bien énervé le monde de l'aéronautique à l'époque, c'est que n'importe qui arrivait à le piloter, décoller et atterrir sans grand danger, même s'il y a eu des accidents, parce que toujours à un moment donné quelqu'un qui fait le zazou, mais il était tellement avec des ailes tellement bien pensé que, et le Cricri me fait un peu penser à ça. Donc je vous renvoie au Cricri. C'est ce genre d'idée de voilà, si vous avez je montrais dedans, mais il faut être un peu aventureux, il faut être un peu aventureux. Il y en a même à réaction, hein, avec moteur à réaction. Il y a moyen de voilà. Oui, vous avez le choix. Le lundi, vous pouvez mettre les moteurs électriques. Le mardi, jet. Et le mercredi, 2 moteurs de 15 chevaux. Bon, allez, il nous reste moins de 2 minutes. Je pense que ce sera suffisant, David, pour terminer, parce qu'on a une 5e news, du coup, pour ce bonus, pour un oui mais non bis. Le oui mais non, normalement, c'est dans l'épisode, vous le savez, ça conclut l'épisode. C'est une information improbable, certes, mais technologique. Ici, c'est un petit peu pareil. Tu vas nous parler d'un couleur CPU un peu massif. Oui, voilà, donc on parlait de cuivre justement dans l'épisode principal, je vais encore parler de cuivre. Voilà, j'ai trouvé ça, je suis tombé dessus cette semaine-ci, un utilisateur qui a fait un couleur passif pour son CPU. Oui. En fait, c'est un gros cylindre de cuivre de 4 kilos qu'il a déposé sur son CPU. Je sais pas, question stress sur la carte mère, mais la photo vaut de l'or. Je veux dire, ça vaut la peine d'aller sur YouTube pour voir la photo, ça vaut de l'or. Ou simplement cliquer sur les liens qu'on vous propose dans la description. Tout à fait. Il dit que c'est passable comme couleur passif, que la température au repos du CPU reste dans les 35 degrés. Par contre, quand ça monte en charge, en moins de 1 minute, il monte déjà à 80 degrés. Et pour des processeurs Core i9, ça pourrait être suffisant pour les refroidir au repos, mais en charge, ça le fera probablement pas. Et à mon avis, la carte mère avec le poids risque de pas durer très longtemps. Mais je veux dire, en plus, voilà, c'est complètement crétin, parce que normalement, il faut quand même pour qu'un ventirad fonctionne de manière cohérente, il faut quand même de la surface. Ah, mais il n'y a pas de ventilateur ici. C'est la surface qui compte, la surface. C'est la surface, tout à fait. C'est la surface. Et donc ici, il y a très peu de surface. Une masse pareille, ça, c'est juste complètement impossible, quoi.
Vous m'arrêterez, mais moi je mettrais plus de l'alu que du cuivre. Hein. Oui, en plus, c'est vrai. Voilà. Ceci étant dit, mon cher ami, 15 minutes abouties, nous n'irons pas plus loin, parce que c'est comme ça, un bonus. La promesse est là. Donc, merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau bonus et un nouvel épisode également. Passez une très bonne semaine. Salut.